Et donc, nous sommes très heureux d'accueillir, vous l'aurez compris, Gwenaëlle Legras aujourd'hui. Gwenaëlle Legras qui est maître de conférence à l'Université Bordeaux 3 et qui, dans le cadre de ses recherches actuelles sur le star system des années d'après-guerre, donc je vois ici les années 50 particulièrement, va nous parler de ce star system vu par une revue tout à fait spécifique qui est Cinémonde. Merci beaucoup Gwenaëlle d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir dans ce séminaire. Donc, en effet, je vais vous parler d'un cas particulier, celui d'Edwige Feuillère, dans le star system français des années d'après-guerre, vu par la revue Cinémonde. Alors Cinémonde, c'est le magazine populaire sur le cinéma qui a eu le plus de longévité et une diffusion massive en France entre 1928 et 1971. Après la guerre et une interruption de la parution entre 1940 et 1946, le magazine revient en mars 1946, toujours dirigé par Maurice Bessy, et va absorber les revues Cinévie, Cinévogue et Pour vous. Et le magazine va voir son tirage doubler pour atteindre plus de 250 000 exemplaires. Donc à ce titre, il est un outil précieux pour étudier le jugement de goût du public populaire, comme l'a montré Geneviève Sellier avec l'étude du courrier des lecteurs. Il est utile aussi pour analyser la réception populaire des films et constitue plus particulièrement une source majeure pour étudier les acteurs, sujet phare de ce type de publication. À partir du fonds de Cinémonde en cours de constitution à Bordeaux 3, dans l'optique de notre programme ANR Cinéma et cinéphilie populaire en France de 1945 à 1958, qui se fait en partenariat avec Paris 3 et qui vient de commencer en janvier 2012, je me propose d'explorer la construction de la présence d'Edwige Feuillère dans Cinémonde et la manière dont la rédaction construit et traduit la place atypique de l'actrice dans le star system français des années d'après-guerre. Au tournant des années 50, le magazine s'étoffe en passant de 20 pages à 36 pages avec un papier de meilleure qualité. Et c'est aussi à cette époque que Cinémonde va tendre de plus en plus vers des sujets classifiant les acteurs, renforçant ainsi la remise des victoires du cinéma, qui est organisée et relayée par Cinémonde, mais aussi le film français. Alors ce prix qui va être supplanté par la suite par l'Étoile de Cristal, qui est sa concurrente à partir de 1955, un prix créé par l'Académie du cinéma, qui elle-même va être remplacée par la suite par les Césars en 1976. Les victoires du cinéma furent remises de 1946 jusqu'au milieu des années 60, et ce, à partir de sondages auprès des exploitants de salles, organisés par le film français, et des lecteurs de cinéma. Donc deux jurys différents sollicités pour ces victoires du cinéma. Alors on va commencer en prenant comme point de départ donc, ce prix pour découvrir le paysage du star system français d'après-guerre. Rares dans cette liste sont les acteurs et actrices à avoir débuté leur carrière après-guerre et même sous l'occupation. Ils sont indiqués en bleu dans le tableau. Alors je vais vous passer quelques photos de ces jeunes acteurs pour aussi illustrer un petit peu ce paysage cinématographique un peu oublié. Donc, Jean Marais, Gérard Philippe, Daniel Delorme, Martine Carole, Jean-Claude Pascal et Brigitte Bardot. Par rapport à ce tableau, donc, on voit que Michel Morgan et Gérard Philippe sont les acteurs à la mode de l'époque.
Il domine très largement le palmarès des lecteurs et lectrices de Cinémonde, d'autant plus qu'à partir de 1956, ceux qui ont déjà reçu au moins 3 fois le prix sont hors concours. La forte présence d'acteurs et d'actrices d'avant-guerre, et parfois présents sous l'occupation, témoigne d'une volonté de continuité. Et la place d'Edwige Feuillère s'inscrit dans cette tendance. Nous y reviendrons. On note également que le lectorat de Cinémonde préfère élire Daniel Darieux et Michel Morgan à Martine Carole et Brigitte Bardot. Ce qui ne va pas forcément de soi, a priori. Donc cette démarche de mise en valeur et de classification méthodique du star system français va s'institutionnaliser au sein de la revue avec la création du Tout Cinémonde, sorte de panthéon qui organise le monde des acteurs en les hiérarchisant par catégorie. Cette rubrique interviendra dans le magazine sous forme de dossier annuel de 1952 à 1964. La rubrique reviendra par la suite, au moins en 1967, mais de manière irrégulière et moins valorisée. Alors c'est un point qui me reste à éclaircir, faute de n'avoir pu feuilleter tous les numéros, même si j'ai pu le faire sur le début des années 65 et 66, qui est la période à laquelle la rubrique est habituellement diffusée. Alors ce dossier est diffusé et publié dans un premier temps sur un seul numéro jusqu'en 1965. Et puis, il va s'étoffer et paraître sur 4 à 6 numéros de 1956 à 1964, avec notamment un dernier volet entièrement réservé aux jeunes comédiens. Donc le Tout Cinémonde, voilà la première page de la première édition de ce Tout Cinémonde. Alors c'est une rubrique qui apparaît donc pour la première fois dans le numéro 908 du 29 décembre 1951, sous le titre Le Tout cinéma de Cinémonde. Et c'est un dossier qui va être constitué sous la direction notamment de Michel Aubriand, Georges Baume et Hervé Loboterf. Avec ce texte d'intention, la fin de l'année nous a paru tout indiqué pour faire le point de la carrière d'un certain nombre de comédiens. On sait en effet que ce que l'on appelle la vedette d'un acteur subit de constantes et imprévisibles fluctuations. Tel hier, adulé comme un demi-dieu, se voit aujourd'hui condamné aux productions de troisième zone. Une débutante, du jour au lendemain, connaît la gloire de la tête d'affiche et du contrat somptueux. Nous avons pensé que les lecteurs de Cinémonde, que rien ne laisse indifférents de ce qui touche leurs acteurs favoris, seraient intéressés à cette espèce de cote des valeurs cinématographiques, un peu équivalente, si l'on veut, à ce que sont chaque année en Amérique les statistiques du box-office. Bien entendu, nous ne nous flattons pas d'avoir dressé un répertoire complet des acteurs les plus connus. Un numéro entier de votre journal n'y eût pas suffi. Simplement, sont, dans chaque catégorie que nous avons délimitée, des espèces de jalons que nous posons. Les absents ici n'ont pas forcément tort. Une équipe de 10 journalistes sous la direction de Luc Renaud se sont attelés à cette tâche. C'est dire du moins que nous l'avons entreprise avec le maximum d'objectivité et de sérieux. Alors cette première apparition de la rubrique va mettre en place différentes catégories que l'on retrouvera peu ou prou dans les éditions des années suivantes. L'expertise de Cinémonde se fonde sur des critères de longévité de carrière et de professionnalisme, de talent et de rayonnement des acteurs. Le Tout Cinémonde n'est pas tant de l'information sur la cote des acteurs que la mise en scène narrativisée de la généalogie des acteurs. Ce chemin narratif est amplifié par un recours systématique aux photos d'identité, comme vous le voyez ici, regroupées par branches généalogiques à l'aide de colonnes ou de fonds grisés qui démarquent chaque catégorie. Chaque photo est accompagnée d'une description de la situation de l'acteur et de son actualité de l'année. Ces catégories dessinent les marches d'un panthéon
au sommet duquel se trouvent en premier lieu les 10 grands du cinéma français, selon Cinémonde, regroupés dans la catégorie « leur nom suffit », qui deviendra par la suite les superstars. Définis comme celles, je cite l'entête de la rubrique, celles qui ont le talent, la gloire, le succès et la fortune. Ils sont les personnages clés de notre mythologie. Donc dans cette catégorie, ici, prenons donc l'exemple du premier numéro paru en 1951, pour voir un petit peu l'organisation de ce dossier. Ici, nous avons Jean Marais, qui n'est pas une vedette d'avant-guerre, et les actrices avec Danielle Darieux, Edwige Feuillère, Viviane Romance et Michel Morgan, donc des actrices relativement bien représentées, cette année-là tout du moins. Viennent ensuite, ils sont en tête d'affiche, c'est-à-dire 27 acteurs et actrices comme Simone Signoret ou Pierre Brasseur, qui, je cite, peuvent écrire vedette sur leur carte d'identité. Ils ont leurs photos en première page de tous les journaux, précise Cinémonde. Si quelques jeunes actrices sont présentes dans cette catégorie, elles regroupent majoritairement des actrices et des acteurs d'expérience. Cette catégorie donnera naissance à 2 familles subdivisées au milieu des années 50, les stars et les vedettes. Alors vous avez également présent ici un encart intitulé « 4 comètes au firmament de 1951 », qui vient s'insérer à ce niveau de la hiérarchie, comme si la revue promettait à son lectorat de revoir ces noms dans la top liste de l'année suivante. Donc ici, nous avons notamment Daniel Génin et Robert Lamoureux. La revue met ainsi en avant ses préférés par rapport aux autres jeunes espoirs. Et elle va renforcer cette pratique par la suite avec l'ajout d'une rubrique « Cinémonde vous dit, ne les perdez pas de vue », où vous aurez 3 ou 4 critiques qui vont défendre le ou la jeune actrice de leur choix. Des catégories d'acteurs basées sur un marqueur typologique lié à un genre important ou un registre qui les différencie des autres permettent aussi de donner une vision quasi exhaustive des acteurs de l'époque. En effet, vous avez ensuite une catégorie définie par leur musique adoucit les mœurs. La musique est leur royaume, leur voix célèbre verse le rêve au cœur des spectatrices, ils gagnent plus d'argent que n'importe qui. Donc on y retrouve Maurice Chevalier, Luis Mariano et Tino Rossi notamment. Comme il faut bien doter cette grande famille d'acteurs de vilains petits canards, vous avez aussi une catégorie intitulée « Ceux qui n'ont pas tourné en 1951 », qui regroupe 10 acteurs importants, mais des acteurs en perte de vitesse, comme Madeleine Sologne ou Victor Francel. Et d'autres acteurs qui sont absorbés par leur activité théâtrale, Jean-Louis Barrault, par exemple, mais qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est le but de la présence de cette catégorie. Les acteurs qualifiés par Cinémonde de premier plan, pour l'année 51, au nombre de 47, sont regroupés dans la catégorie « Ils valent leur pesante pellicule ». Cinémonde indique que souvent, ils ont moins de popularité et plus de talent que ceux à qui ils donnent la réplique. Ils sont les valeurs sûres du cinéma. Donc nous y trouvons notamment Maria Cazares, Sophie Desmarais, Ginette Leclerc, Jeannie Holt, Françoise Roser, René Dary ou encore André Luguet. La seconde catégorie, liée à un genre très prisé à cette époque, la comédie, poursuit ce panorama familial. En 1951, vous avez 28 acteurs comiques, comme Bourvil, Carrette ou encore Paulette Dubost, qui sont mis à l'honneur dans « Pour ce que rire est le propre de l'homme », ils sont les bienfaiteurs de l'humanité souffrante. Les acteurs de second rôle, tels des gens comme Jean Debecourt ou Jeanne Marquen, ne sont pas oubliés grâce à la catégorie « Leurs visages vous sont familiers », qui ne comporte pas moins de 41 noms. Cinémonde rend également hommage aux disparus
dans la catégorie, nous ne les verrons plus qu'à l'écran, où figurent, dans cette première édition, Louis Jouvet et Jules Berry. Ce qui souligne l'attachement nostalgique de Cinémonde aux grands acteurs, qui recense aussi les jeunes espoirs, 18 pour ce premier Tout Cinémonde, dont Jeanne Moreau, dans la catégorie « Tous les espoirs leur sont permis ». Cinémonde met également l'accent sur une technique actorale, souvent sollicitée par le cinéma populaire français, en créant la catégorie des meilleures compositions. Sous-titrée, c'est à leur voix qu'on les reconnaît le plus facilement. Qui concerne cette année-là 5 acteurs, parmi lesquels figurent Pauline Carton et Pierre Larquet. Ainsi, la première apparition du Tout Cinémonde met en place une structure des acteurs français, suivant des critères de box-office et de talent, mais aussi selon leur registre d'emploi, ce qui met en évidence les goûts du public de l'époque. On remarque aussi que les acteurs sont plus nombreux, mais que néanmoins, les actrices ont une visibilité et une popularité bien plus importante dans toutes ces catégories que nous laissent croire certains ouvrages d'histoire du cinéma. Les années passant, la rubrique va s'étaler sur plusieurs numéros et inventer de nouvelles catégories concernant les liens du cinéma français avec les autres pays, notamment, avec, donc ici, le Tout Cinémonde de 1956, vous avez une catégorie vedette ici et ailleurs, avec par exemple Ingrid Bergman ou Mel Ferrer, qui ouvre le cercle familial aux acteurs étrangers plébiscités en France, et aux vedettes françaises d'exportation aussi, telles Leslie Caron. Et au milieu des années 50, Cinémonde va même créer un Tout Cinémonde international qui va être publié indépendamment de la version classique du Tout Cinémonde, ce qui signale aussi l'importance du Star System international auprès du public français. Alors si l'on veut résumer la structure du Tout Cinémonde au cours des années 50, donc ici, en gras, la structure principale, avec en fuchsia, pour vous donner déjà quelques repères, les catégories dans lesquelles Edwige Feuillère va apparaître, et sur les côtés, les catégories qui vont être rajoutées au fur et à mesure. Donc des catégories qui peuvent se greffer ponctuellement ou de manière définitive au fil du temps. Bon, par exemple, la catégorie « Ils ne doivent pas devenir de vieux premiers » n'apparaît qu'une seule année. Vous avez notamment Georges Marchal dans cette catégorie. Les revenants aussi est une catégorie qui est très éphémère. Par contre, la catégorie les monstres sucrés, réservée donc aux acteurs enfants, revient très régulièrement. De même que les meilleures compositions, je vous ai mis aussi l'appellation qui peut différer d'une année à l'autre, acteurs de bonne composition, par exemple, ce type de catégorie reste sur la durée. Donc cette structure permet de voir que Cinémonde cherche vraiment à produire un panorama complet de l'état des acteurs du cinéma français, en cherchant toutes les catégories qui vont permettre de rendre visibles les tendances du Star System français, avec l'idée de hiérarchie très structurée, renforcée aussi par la manière dont Cinémonde va répertorier ces catégories sur les différents numéros qui vont permettre de diffuser le classement d'une année. La place des catégories va pouvoir éventuellement changer d'une année à l'autre, mais toutes les catégories importantes
paraissent dans le premier numéro et les catégories plus excentriques arrivent à la fin. De même que les jeunes espoirs, les jeunes acteurs, les catégories des jeunes acteurs sont publiées à la toute fin du dossier, ce qui a son importance, on le verra. Donc cette description de la rubrique permet déjà de mieux comprendre la logique de Ciné-Monde, et dans une certaine mesure celle du public de l'époque. En effet, j'émets ici une réserve, car il ne sera pas rare de voir au sein de la revue des affrontements entre le goût des lecteurs, une partie tout du moins, exprimée dans la rubrique du courrier des lecteurs, intitulée Potinon, et le goût de la rédaction de Ciné-Monde. J'ai eu l'occasion d'en faire la démonstration lors d'un colloque organisé par le GRAC au sujet de Martine Carole et Brigitte Bardot, qui est un cas particulièrement révélateur du fonctionnement du tout Ciné-Monde, et de Ciné-Monde en général. Ciné-Monde se fait l'écho de la supériorité numérique de la jeunesse, qui peu à peu impose sa vision du végétariat français, comme le prouve cet aveu d'impuissance de la rédaction dans Potinon, suite à la publication du Tout Ciné-Monde de 1957, qui voit Bardot, pour la première fois, rejoindre les superstars, en la qualifiant toutefois d'apparition météorique. Donc la rédaction réagit dans Potinon. Ce n'est pas Ciné-Monde, c'est le public qui classe Brigitte Bardot dans les superstars, où ne figurent pas Edwige Feuillère et Daniel Darieux, cette année. Ce classement a été établi en se basant sur les codes commerciaux actuels des vedettes. Il n'est aucunement définitif, et la star de fraîche date que vous qualifiez si vertement ne s'y maintiendra peut-être pas aussi longtemps que les authentiques grandes vedettes citées. Ainsi, le match vedette, c'est une autre catégorie d'articles publiés par Ciné-Monde. Le match vedette entre Martine Carole et Brigitte Bardot, qui intervient une semaine après cette intervention de la rédaction dans Potinon, ce match vedette va exprimer le véritable avis de la rédaction qui inflige une défaite nette et sans bavure à Brigitte Bardot, qu'elle va tenter de ramener à un rang inférieur, fonction de son âge et de son expérience, dans la logique de hiérarchisation des acteurs de Ciné-Monde. Néanmoins, Ciné-Monde cède la couverture du numéro contenant ce match vedette à Brigitte Bardot. La logique de Ciné-Monde est donc de faire perdurer autant que se peut le prestige des grands acteurs d'avant-guerre, ou tout simplement des aînés sur la jeunesse. À l'époque, le cinéma est un monde très organisé et hiérarchisé. On est d'abord assistant avant de devenir réalisateur, de même que dans le Tout Ciné-Monde, on est comète avant d'intégrer les catégories prestigieuses du classement que sont les superstars, les stars ou encore les piliers du cinéma français. Faute d'index pour Ciné-Monde en cours de réalisation dans le cadre du programme ANR, et de fait faute de temps pour avoir pu parcourir la rubrique Potinon des années 50, puisqu'il me fallait d'abord feuilleter toutes les autres rubriques, je ne ferai pas référence à la présence d'Edwige Feuillère dans Potinon aujourd'hui. On peut cependant se référer à l'article de Geneviève Cellier sur le courrier des lecteurs, de Ciné-Monde, paru dans son ouvrage « Le cinéma au prisme des rapports de sexe », écrit à quatre mains avec Noël Birch. Ainsi, Geneviève Cellier nous apprend que les vedettes féminines qui suscitent le plus de courriers sont au début des années 50, Ingrid Bergman, en but aux calomnies d'Hollywood, et Edwige Feuillère, qui est l'objet d'un culte admiratif de la part de nombre de jeunes filles. Elle précise plus loin: la respectueuse adoration dont jouit Edwige Feuillère de la part de jeunes correspondantes est impressionnante et s'exprime en particulier au moment de la sortie d'Olivia de Jacqueline Audry en 1950, qui raconte les amitiés particulières entre une directrice de pensionnat à la belle époque
et ses élèves adolescentes. Mais elle perdure pendant toute la décennie, comme en témoigne le courrier du 8 janvier 1959, où elles sont encore nombreuses à admirer sa performance dans En cas de malheur. Selon 4 vérités, donc le surnom de la lectrice, elle aurait mérité la coupe Volpi pour En cas de malheur. Le film ne vaut que pour elle. Elle n'a pas le premier rôle. Dans En cas de malheur, c'est Ardo et Gabin qui ont la tête d'affiche. Monstre sacré classique et admirable pour certains, Feuillère est aussi guindé et affecté pour d'autres, encore minoritaire à cette époque. Colin Crisp, dans son ouvrage The Classic French Cinema, 1930-1960, souligne en effet qu'Edwige Feuillère, Jean Marais, Tino Rossi et René Saint-Cyr, de même que Charles Trenet, avaient des fan clubs très actifs au tournant des années 50. On en trouve trace notamment dans la revue Ciné Digeste, qui ne paraît qu'en 1949 et 1950. Classée par le public dès 1937 parmi les 10 vedettes françaises les plus commerciales, avec des films comme La Dame de Malacca de Marc Allégret, ou Marc Richard au service de la France de Raymond Bernard, et star de premier plan sous l'occupation avec Mademoiselle Bonaparte de Maurice Tourneur en 1941, La Duchesse de Langeais de Jacques de Baron-Celly en 1942, ou encore L'Honorable Catherine de Marcel L'Herbier en 1943, Edwige Feuillère apparaît plus que jamais en bonne place dans le cinéma d'après-guerre, après avoir été, devant Daniel Darieux, Viviane Romance et Albert Préjean, la star la plus présente dans la seule revue cinématographique de l'occupation, Ciné Mondial, comme l'a montré Delphine Chedaleux dans sa thèse sur les jeunes premiers et jeunes premières de cette période. Alors, je vais juste vous passer ces couvertures. Donc les conditions de l'occupation, le fait que seul le cinéma français soit diffusé sur les écrans, lui permet d'avoir un impact vraiment énorme sur le public français. Pourtant, à partir de la fin des années 30, suite à son succès dans La Dame aux Camélias, dont elle devient l'interprète exclusive à la suite de Laduse et Sarah Bernard, le cinéma devient peu à peu une activité quasi secondaire pour elle, comme elle se plaira à le dire, particulièrement après-guerre, et comme le prouve sa carrière à la sortie de l'occupation. Donc, vous voyez qu'en effet, son activité théâtrale, surtout si l'on prend en compte qu'elle ne jouera jamais moins de 100 représentations toutes ces pièces, ce qui n'est même pas un flop pour l'époque, mais en effet, au niveau des chiffres, toutes ces pièces ont au moins été jouées 100 fois. Donc par rapport à sa filmographie, son activité théâtrale est beaucoup plus importante. Elle dira très souvent d'ailleurs que le cinéma ne l'a pas vraiment gâtée. Alors je vous propose de voir un extrait d'une émission, Reflet de Cannes, l'émission de François Chalet, qui date de 1962, mais qui permet d'avoir une idée de l'image publique aussi d'Edwige Feuillère. Donc un entretien qui date de 1962. Par contre, nous n'avons pas voulu achever cette petite feuille d'émission sans lui rendre un hommage particulier. Edwige Feuillère. Edwige Feuillère, de Villemette à Paul Claudel, en passant par un grand nombre d'autres, vous avez pu jeter sur le monde du spectacle un regard que peu de regards d'acteurs pourraient concurrencer. Que vous a appris votre carrière? Tout, elle m'a tout appris, elle m'a tout donné. Est-ce que vous croyez que le métier au théâtre, au cinéma, est une chose qui s'apprend? Le métier s'apprend, mais le don, certainement pas. Parce qu'il n'y a pas de don à la base, le métier ne sert à rien.
Est-ce qu'on progresse dans la sincérité? Oui. Oublions la technique. Oui, oui, on progresse sûrement en tout. Plus on s'approfondit, plus on est sincère, plus on est spontané. Est-ce que vous pensez qu'il vous reste encore quelque chose à apprendre? Ah, il reste toujours tout, des tas de choses à apprendre. Ce vieux peintre japonais qui jusqu'à l'âge de 90 ans, vous vous souvenez? Est-ce que vous pourriez donner des conseils à quelqu'un? J'aime mieux demander des conseils qu'en donner. Puis je crois que les conseils ne servent pas à grand-chose. L'expérience des autres ne sert à personne. Et un être jeune qui veut faire du théâtre, qui est doué, n'a besoin de personne. Avec les moyens actuels, il trouve tout de suite sa voie et sa chance. C'est-à-dire que le conseil, c'est plutôt décourageant. Le moment qu'on me le donne, on n'a pas envie de le suivre. Ça fait partie de la personnalité. Je crois que ce qui compte, c'est finalement l'exemple. Si quelqu'un sait voir l'exemple de l'autre, sans qu'on lui dise, regarde le bon conseil que je donne par ma vie, n'est-ce pas? Surtout je pas. pense que c'est ça qui est gagné. Mais imaginons quand même qu'une jeune actrice vienne vous voir, qu'elle vous demande ce qu'elle doit faire. Ça dépend, c'est très difficile. Une jeune actrice de 16 ans peut ne pas être de son emploi, c'est-à-dire que sa chance peut lui arriver vers l'âge de 30 ans, si ça n'est pas une ingénue. De même, certains hommes trouvent leur chance à 40 ans. C'est très difficile. Il y a une énorme responsabilité, soit à conseiller, soit à déconseiller, car on ne sait pas ce que la vie fera d'un être qui veut devenir acteur. Est-ce que vous pensez qu'au premier coup d'œil, on peut voir si quelqu'un peut devenir un acteur, bon ou mauvais? Oui, on peut. Car c'est le même métier, Oui, on peut. Il faut qu'un acteur ait certains défauts, je crois. Et si quelqu'un qui, à votre avis, ne sera pas un acteur, vient vous voir, est-ce que vous le dites? Non. J'essaie de lui montrer toutes les difficultés, tout ce qui est indispensable, la santé morale et physique, le courage, le travail, tout ce qui peut l'arrêter. Mais rien n'arrête personne. Edwige Feuillard, j'aimerais savoir à quelle catégorie de souvenirs appartient votre souvenir le plus marquant. Est-ce que c'est un film, est-ce que c'est une pièce, c'est un livre, est-ce que c'est un être humain? Je vais vous donner un ordre précis, c'est un être humain en premier, un rôle au théâtre, idée, le partage de vie. Et puis des voyages, des souvenirs, des expériences personnelles, des tas de choses. Et puis quelques rôles dans des films. Pardon pour les amateurs de cinéma. Parmi les êtres humains, parce que nous sommes aussi amateurs d'êtres humains. Tant mieux. Qui voyez-vous en premier? Mais ce ne sont pas forcément des gens connus. Je me suis attachée à des anonymes qui m'ont apporté souvent beaucoup plus de choses. Mais je suis très reconnaissante à mon métier, enfin, de m'avoir fait connaître des êtres aussi extraordinaires que Mme Colette, que Paul Claudel, que Jean Giraudoux, que Jean Giono aussi, que j'ai toujours admiré, que j'ai eu la chance de rencontrer. Qu'entendez-vous par quelqu'un qui vous apporte quelque chose? Quelqu'un qui me touche au cœur ou à l'esprit, parce que j'en ai même un petit peu, et puis quelqu'un qui m'amuse, qui me distrait, quelqu'un qui me surprend. Alors ça peut être quelqu'un d'anonyme, ça peut être un enfant aussi. Quelqu'un qui tout d'un coup prolonge votre vision de la vie? Oui, l'élargit. Le cinéma, nous avons évoqué très rapidement, s'est emparé en quelque sorte de votre personne. On dirait qu'il a pris votre visage, qu'il a pris votre allure, votre silhouette, et il vous a construit une espèce de légende tout autour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quelquefois d'être prisonnière de cette légende? Oh, légende, c'est un grand mot. Je crois non simplement un peu de popularité, c'était quelque chose de très fugitif. Non, je ne suis pas prisonnière du tout. Vous, si vous deviez vous décrire, quelle caractéristique vous sortiriez en premier? Si je devais décrire la femme ou l'actrice? Commençons par celle qui vous préférez. Eh bien, l'actrice, je crois, enfin, tout au moins au théâtre, je me considère comme différente dans chaque personnage et diverse. Pour la femme, il y a naturellement des constantes, mais c'est très difficile, je crois que d'autres... En fait, non, les autres ne me voient pas très justement. On me voit aussi un peu à travers les rôles que j'ai joués. Essayons de les éclairer justement les autres. Comment est-ce qu'il faut vous voir? C'est une confession, c'est difficile, ben, je crois qu'il faut me voir comme un être doué d'un certain nombre de qualités. Je suis patiente, fidèle, constante, c'est-à-dire des vertus très démodées. Et puis coléreuse, violente. Vous êtes bonne aussi.
Oui, j'ai cette faiblesse quand même. Vous le jetez. Si je n'avais pas su et éprouvé ce que c'était que la pitié et la volonté aussi, j'aurais pu faire de petites choses intéressantes dans la vie. On a dit, et c'est vrai, que dans le fond, bien que vous soyez si populaire, on ne savait rien de vous. Comment est-ce que vous avez fait? Je n'ai rien fait. Je ne sais pas. Je crois que vous qui êtes là, je vous prends un témoin, vous êtes attaché à une actrice, mais vous n'avez jamais posé de questions à la femme. Donc si chaque année, elle crée l'événement de la saison théâtrale et s'impose durablement comme la reine incontestée des planches parisiennes, en 1946, elle reste aussi l'actrice de cinéma préférée des Français. Et le tout ciné-monde s'en fait l'écho. Donc voici la présence d'Edwige Feuillère dans le classement Tout Ciné-Monde entre 1952 et 1964 par catégorie. Donc elle reste présente dans le Tout Ciné-Monde jusqu'à la disparition provisoire de la rubrique et toujours dans des catégories prisées, même lorsqu'elle ne tourne plus, ou presque, au cinéma. Alors commençons par le classement des superstars sur toute la période du Tout Ciné-Monde. Alors que remarquons-nous par rapport à ce classement? On va s'attacher d'abord, j'ai mis en fuchsia la date de naissance des acteurs et actrices du classement sur 3 années pour pouvoir voir un petit peu l'évolution de ce classement. Donc si on s'attache d'abord à 1952, donc nous avons dans les actrices Danielle Darieux, née en 1917, Edwige Feuillère, née en 1907, Michel Morgan, né en 1920, Viviane Romance, née en 1912. Chez les acteurs, Fernandel, 1903, Pierre Freinet, 1897, Gabin, 1904. Je vous ai choisi des photos qui correspondent à la période, puisqu'on va retrouver certains en 1959 et 1964, donc pour suivre l'évolution. Guitry, 1885, Jean Marais, 1913, et puis Michel Simon, 1895. Donc par rapport à ces superstars de 1952, on s'aperçoit que nous n'avons aucune star de moins de 30 ans, et que l'amplitude d'âge va de 67 ans avec Sacha Guitry jusqu'à 32 ans avec Michel Morgan. La moyenne d'âge des actrices est de 38 ans et celle des acteurs de 52 ans. 52 ans et demi. Et la moyenne globale est donc d'un peu plus de 45 ans, soit l'âge d'Edwige Feuillère, qui est la plus âgée des actrices. Donc à titre de comparaison, pour essayer de dégager quelques tendances sur l'ensemble de la période, on va s'attacher maintenant au classement de 1959. Donc on a Brigitte Bardot, née en 1934, Danielle Darieux, de nouveau, 1917, Morgan, Pierre Brasseur, en 1905, Fernandel, toujours, Gabin de nouveau, un peu plus grisonnant, plus bouffi, Gérard Philippe, Gérard Philippe, né en 1922, et Jacques Tati, 1907. Donc en 1959, nous avons cette fois-ci une actrice de moins de 30 ans avec Brigitte Bardot. Alors notons néanmoins
que nous avions eu auparavant une autre actrice de moins de 30 ans, mais éphémère dans la catégorie, en la personne de Danielle Delorme. Donc en 1959, la moyenne d'âge des actrices est un peu moins qu'en 1952. On a une moyenne qui dépasse légèrement les 35 ans, là où les acteurs sont quasiment à 51 ans de moyenne. Et la moyenne globale est de 43 ans. En 64, Bardot, de nouveau, Annie Girardot, 1931, Jeanne Moreau, 1928, toujours Michèle Morgan, qui est présente toutes les années, c'est la seule. Chez les hommes, Belmondo, 1933, Bourvil, 1917, Delon, 1935, Fernandel et Gabin, toujours, Robert Hossein et Jean Marais qui revient avec sa période Fantomas. Donc en 64, la moyenne des femmes est proche de 36 ans et celle des hommes de 45 ans, avec une moyenne globale de 40 ans. Alors, que déduire de ce petit jeu de calcul? D'une part, sans grande surprise, on note un rajeunissement des superstars, mais sans qu'il soit vraiment majeur. En définitive, au sein de Cinémonde, la nouvelle vague n'a pas créé de raz-de-marée, comme le prouve le panachage générationnel du classement de 1964, qui fait encore la part belle au cinéma d'avant. Si l'onde de choc nouvelle vague contre les tenants du cinéma français de qualité pousse certains réalisateurs à une retraite prématurée, le cinéma commercial ne connaît pas la crise. Certaines stars, délaissées par la nouvelle vague, car devenues les symboles d'embourgeoisement du cinéma français d'après-guerre, sont toujours aux premières places. D'autre part, et tout est lié, Cinémonde affirme un goût prononcé pour les acteurs d'expérience, formés au théâtre ou au music-hall pour beaucoup. Quant aux acteurs de la jeune génération, si Cinémonde fait quelques concessions au début, en laissant notamment entrer Bardot dans le haut du classement, Delon et Belmondo sont plus consensuels, car ils ont fait leur place auprès de leurs aînés auparavant. Delon débute notamment aux côtés d'Edwige Feuillère, dans Quand la femme s'en mêle, en 1957. De même, chez les femmes, Jeanne Moreau et Annie Girardot ont obtenu une solide réputation au théâtre, avant de rentrer dans le classement du Tout Cinémonde pour leur carrière cinématographique. Dernière remarque sur l'âge des actrices, seules Edwige Feuillère et Michèle Morgan atteignent le cap des 45 ans dans cette catégorie, alors que Darieux est rétrogradé dans le classement précisément à l'âge de 44 ans. Néanmoins, Feuillère passera le cap des 50 ans en restant une star active, là où Michèle Morgan se retire des écrans en 1967, après Benjamin, les mémoires d'un puceau, pour ne revenir que de manière très épisodique, chez Lelouch notamment. Autre remarque sur l'évolution globale, les classements de 1952 et 1953 laissent une place importante aux actrices dans une relative continuité avec l'Occupation, qui faisait la part belle aux films centrés sur des héroïnes, mais plus progressistes, bien sûr, par rapport aux films d'après-guerre. La continuité vient de la présence d'actrices, donc une continuité relative, vient de la présence d'actrices comme Viviane Romance, Edwige Feuillère et Danielle Darieux, toutes trois très présentes pendant la guerre. Alors que l'année 1954 accuse un net retour en arrière avec une sous-représentation des actrices similaire à celle d'avant-guerre. Sur ces 4 actrices, 3 vont accéder au top 20 du box-office après-guerre, sauf Edwige Feuillère, excepté par la suite en 1958 pour En cas de malheur, mais qui est un film qui ne repose pas sur son nom. On peut donc s'étonner d'une telle présence de Feuillère dans le Tout Cinémonde,
et le magazine en général. Car en effet, entre 1946 et 1959, j'ai relevé plus d'une centaine d'articles consacrés à Edwige Feuillère, ce qui est beaucoup pour une actrice seulement présente 2 années dans la catégorie des superstars. On note aussi que sa présence sur la couverture s'est grandement intensifiée par rapport aux années 30. Donc voilà les couvertures dédiées à Edwige Feuillère avant-guerre. Et puis, donc, après-guerre. Et en même temps, ce phénomène n'est pas spécifique à Cinémonde, puisqu'elle est également très présente sur les couvertures de l'écran français, de Mon Film, notamment, qui sont les 2 autres grandes publications importantes de l'époque. Donc, un aperçu. Alors, il est intéressant de comparer la filmographie de Feuillère à celle de Michel Morgan, qui est la plus présente dans le tout cinémonde, dans la catégorie des superstars, pour comprendre qu'elles n'ont pas tout à fait le même statut aux yeux de cinémonde. Alors, en gras, je ne sais pas si c'est très visible, pas vraiment, j'avais indiqué les films de Michel Morgan qui étaient présents dans les 20 premiers succès au box-office de chaque année. Alors, très rapidement, vous avez la Symphonie pastorale, Aux yeux du souvenir, Fabiola, La belle que voilà, La minute de vérité, Obsession, Napoléon, Les grandes manœuvres, Le miroir à 2 faces et Fortuna. À côté de ça, Feuillère n'a donc qu'en cas de malheur, qui n'est même pas un film où elle a la tête d'affiche. Et j'ai mis en grisé un documentaire que Feuillère a réalisé et un film de Terence Young qui n'est pas sorti en France. Donc si Michel Morgan devient la star française du moment, la star à la mode, et dont le lectorat de Cinémonde se délecte autant de ses films que de ses amours avec Henri Vidal, la popularité d'Edwige Feuillère repose uniquement, comme nous allons le voir, sur sa carrière et son image de tragédienne perfectionniste. Alors, juste pour finir ces comparaisons de filmographie, je vous ai mis le box-office des films de Feuillère sur cette période d'après-guerre. Donc en gras, les films qui dépassent les 2 millions d'entrées, mais qui n'atteignent pas suffisamment d'entrées pour entrer dans les 20 premiers films du box-office. Donc elle a quand même quelques succès tout à fait honorables, mais ce n'est pas du tout des chiffres comparables avec les films de Michel Morgan, notamment. Dans les 10 superstars du classement de 1952, 5 sont de grands noms du théâtre. Feuillère, Freinet, Marais, Guitry et Simon. Et 3 sont passés par la Comédie Française. Feuillère, Freinet et Marais. Ajoutons qu'à cette époque, la plupart des monstres sacrés sont morts. Harry Bor, Rému, Jules Berry, Louis Jouvet, et d'autres sont rétrogradés à des emplois secondaires. Françoise Roset, par exemple. Cinémonde tente bien de maintenir en bonne place Arletty et Gaby Morlet dans le tout Cinémonde, des actrices qui ont toujours un succès non négligeable en salle, mais ce sont des actrices qui sont peu présentes par ailleurs dans les pages du magazine, signe d'un intérêt moindre du public. Néanmoins, l'attachement à ce type d'acteur demeure, comme le prouve la présence de Gabin, Fernandel, Guitry, Simon et celle de Feuillère et Freinet, qui vont devenir des figures de proue du cinéma de la qualité. Mais le style de Feuillère présente une forme plus polie, plus lisse, plus gracieuse et classique du monstre sacré. Donc sa dimension excessive se situerait plutôt dans sa maîtrise
dans sa précision. Monstre sacré défini par Milorad dans la préface au recueil de Cocteau, mais monstre sacré comme un personnage exceptionnel, flamboyant, excessif, voire au bord du grotesque ou de l'effroyable, et qui, malgré cela, ou à cause de cela, suscite chez le public un étrange sentiment de sacré. Or, Feuillère est bien sacrée pour cinéma, qui fait d'elle une star patrimoniale, érigée au titre de la grande dame du cinéma français. Et l'article est important. Edwige Feuillère reste surtout connue pour ses films dramatiques et romanesques. Comme l'écrivit fort pertinemment Pierre Marcabru dans l'Écran français, jamais actrice célèbre ne fut plus aristocratiquement populaire. Premier prix de comédie et de tragédie, mais aussi, ce que l'on sait moins, premier prix de chant lyrique pour Carmen. Elle fut remarquée par sa maîtrise et son autorité naturelle dès ses débuts, son allure et sa silhouette tracée, entretenue par son goût pour les tenues haute couture de chez Dior ou Balmain. Même si elle a connu du succès dans quelques comédies, le style Feuillère est surtout attaché à sa voix vaillante de mezzo-soprano, au timbre des plus riches, mêlant gravité et légèreté, à la diction précise et aux phrasés mélodieux, teintés d'ironie. Elle est connue pour sa beauté sculpturale, avec un port de tête altier, une gestuelle étudiée, une question d'épaule aussi, souvent élégamment dénudée, de regard énigmatique et magnétique, de rythme intérieur qui lui assure une puissance de séduction. En somme, une noblesse de ton et de port qui font d'elle une grande tragédienne. La reine des neiges, du sang, de la volupté et de la mort, dira Jean Cocteau. Pour cette image de maîtrise, elle sera élue également la femme la plus distinguée de Paris en 1952, tant elle incarnait l'élégance, le prestige et la tenue. Pour toutes ces raisons, Feuillère fascine Cinémonde. Elle ne tourne pourtant aucun film en 1959, en 1962, en 1963. Néanmoins, dans les encarts présentant l'activité de son année, dans le tout Cinémonde, le théâtre occupe toujours une place plus importante que le cinéma. Cinémonde souligne ses succès au théâtre et dédouane l'actrice au cinéma en lui imaginant un principe de n'accepter qu'un film par an. Dans les faits, comme le relate l'actrice dans ses mémoires, ce rythme tient à son perfectionnisme, car elle refusait maintes scénarios, et elle s'est souvent trouvée prisonnière aussi de contrats avec des producteurs, de projets montés sur son nom, non commercial, gage de qualité. Donc Cinémonde va tout faire pour convaincre son lectorat du retour possible de Feuillère au cinéma et de son attachement au cinéma. Donc vous avez pu avoir un témoignage tout à l'heure. En 1954, par exemple, Cinémonde écrit « Edwige Feuillère avait été tenue à l'écart du cinéma à cause d'une intervention chirurgicale. En 1955, elle fait des infidélités au cinéma. En 1961, elle aurait dû être Diane de Poitiers dans La Princesse de Clèves, mais sa compagnie ne lui laissant aucun répit, elle refusa le rôle. En 1962, Edwige renoue avec les rôles à la Feuillère, dont Le crime ne paie pas. Sans compter que Cinémonde se sert souvent d'un même et unique film pour commenter 2 années successives, en parlant du tournage la première année, puis de la sortie du film l'année suivante. Donc peu importe, Feuillère est perçue comme une reine pour qui une partie du public, et Cinémonde, a des égards. Lorsqu'elle entre dans la catégorie des piliers du cinéma français, en 1954, c'est aux côtés de Pierre Brasseur, Daniel Darieux, Sacha Guitry, Vivienne Romance, Tino Rossi et Michel Simon. Ceux sans qui, précise Cinémonde, le cinéma français ne serait pas tout à fait ce qu'il est. Ils sont les personnages clés de notre mythologie. Créée en 1954, cette rubrique est justifiée ainsi.
nous avons créé cette année cette rubrique qui n'existait pas dans le Tout Ciné-Monde précédent. Y trouvent place les comédiens dont la carrière est faite, le talent une fois pour toutes reconnu, et sur qui les fluctuations de la popularité demeurent sans effet. Car dans une carrière, il s'agit avant tout de durée. Ainsi, parce que son talent a su s'inscrire et s'enrichir dans la durée, elle atteint une place hors du temps, hors des effets de mode. L'édition 1955, qui réunit Arletty, Maurice Chevalier, Edwige Feuillère, Pierre Freinet, Jean Marais, Vivienne Romance, Michel Simon, Éric von Stroheim et Charles Vanel, confirme cette impression. Leur carrière a été longue, brillante et populaire. Notre affection leur est désormais acquise. Ils sont sociétaires à vie du cinéma français. Ils changent d'emploi à la longue, mais le public les maintient au premier rang. Édition 55, Pierre Freinet et Jean Marais font partie désormais de cette catégorie, tout comme Edwige Feuillère. Certains de leurs films auront plus de succès, d'autres moins, mais ils se maintiendront au premier rang. Le public les a adoptés. L'emploi du terme sociétaire n'est pas un hasard et traduit la nostalgie pour un cinéma français principalement alimenté par les grands noms du théâtre. Le goût pour une haute idée de la culture française portée par ses acteurs et un grand respect pour les grandes carrières. La notule qui accompagne le classement de Feuillère dans le Tout Ciné-Monde 58 est assez symptomatique. Edwige Feuillère a fait une tournée triomphale à Londres et au Canada et pour la première fois a joué Phèdre. Elle a abordé, dans Quand la femme s'en mêle, un rôle tout à fait inattendu pour elle et a retrouvé Gabin 20 ans après Golgotha dans Un cas de malheur. Donc on souligne à la fois le prestige international de sa carrière théâtrale, mais aussi la longévité de sa carrière cinématographique. Elle retrouvera Jean Marais et Daniel Darieux, qui tous deux avaient une filmographie et des box-office importants à cette époque. Elle les retrouve dans la catégorie des stars entre 1956 et 1958. Et elle ne quittera le premier volet du Tout Ciné-Monde, du classement, qu'en 1960, où elle entre dans la catégorie des rois du théâtre, publiée dans le 3e numéro du dossier, sur 6. Les jeunes incarnant la relève, cédant la place à l'expérience de leurs aînés, tels Arletty, Fernand Ledoux, Gaby Morlaix, Simone Renan ou René Saint-Cyr, puis par la suite Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, Maria Cazares aussi, et Pierre Freinet. Rois du théâtre, la scène fut leur berceau. On déplore leur absence sur nos écrans. Ils ont néanmoins la nostalgie des studios où leur place est gardée. La création de cette catégorie, alors même que ces acteurs ne font quasiment plus de cinéma, n'existe que par le désir de revoir ces acteurs à l'écran. En dehors de ce wouzou du cinéma français, regardons comment Ciné-Monde construit la présence d'Edwige Feuillère dans les autres articles qui lui sont consacrés. On peut classer ces articles en 5 catégories. Les critiques de films, les portraits comprenant aussi les entretiens, les articles nostalgie, les actualités de Feuillère et les articles que j'intitulerai « L'élégance selon Feuillère ». Alors tout d'abord, les critiques de films. Dans ce type d'article, Feuillère a souvent droit aux louanges des meilleures plumes de Ciné-Monde, qui aiment son style, même si elle plie les rôles à son image au lieu de se fondre en eux. Pour enseigner le genre du film, Ciné-Monde indique parfois Feuillère, là où on a sentimental ou suspense à côté. Ainsi, Jacques Doniol-Valcroze, en 1946, écrit à propos de L'Idiot de Georges Lampin, Edwige Feuillère tient avec un métier parfait le rôle d'Edwige Feuillère. Cela n'a pas beaucoup de rapport avec l'héroïne de Dostoïevski, avec le côté aventure valable du film russe, mais elle est belle et attachante comme Edwige Feuillère. Elle a comme elle cette voix un peu sourde au prolongement interne. La performance de l'actrice l'emporte donc et subjugue Robert Chazal, également, critique quasi attitré des films de la dame. Bluffée par son jeu dans L'Aigle à deux têtes de Cocteau, elle éclipse même Jean Marais à ses yeux.
Edwige Feuillère est remarquable, inhumaine à force de qualité, véritable musée officiel de tous les dons d'acteurs. Elle est exactement cette grande reine d'opérette, d'une opérette qui tenterait de jouer de l'opéra, et son monologue de 20 minutes au début du film, le premier acte de la pièce, est une sorte de démonstration de l'art de bien jouer que l'on pourra montrer avec fruit aux apprentis vedettes. Jean Marais, lui, est beaucoup moins à son aise. Et on le comprend. L'assurance glacée d'Edwige Feuillère a quelque chose de désarmant, c'est le cas de le dire. Je passerai vers la fin, si on a le temps de passer un extrait. 3 points importants dans cette critique. Feuillère est bien considérée comme un monstre sacré, inhumaine à force de qualité. Elle est considérée comme une référence classique dans le sens indémodable, musée officiel de tous les dons d'acteurs, et cette idée de l'art de bien jouer que l'on pourra montrer avec fruit aux apprentis vedettes confirme la hiérarchie interne de Cinémonde, qui, s'il affectionne les photos de starlettes, ne peut se réduire à cela, comme le démontrent les valeurs et les critères de goût qui guident le classement du tout Cinémonde et qui s'expriment ici explicitement. Cette admiration est toujours lucide de la part de Chazal, qui ne défend jamais outre mesure un mauvais film, au prétexte qu'il est avec Feuillère. Ainsi, au sujet d'Olivia, il titre sa critique plus que jamais Madame Feuillère, et énonce les raisons de l'attachement de Cinémonde, et sans doute d'une partie du public, pour cette star. Parti de rien, qui réussit peu à peu et presque insensiblement à imposer non seulement son jeu, mais encore sa personnalité. Et l'aventure est d'autant plus extraordinaire qu'Edwige Feuillère est devenue ce qu'elle est, c'est-à-dire la première, avec, on pourrait presque dire, malgré, un nombre assez considérable de films médiocres. Louer le tact d'Edwige Feuillère dans ce rôle extrêmement délicat, c'est énoncer une évidence. Il y fallait plus que du tact, mais une intuition féminine, dont somme toute peu d'acteurs doivent être capables. Tout autre que Feuillère, me semblait-il, aurait été difficile à accepter en Mademoiselle Julie, écrit Chazal. Plus que ses rôles, seul son talent, l'intelligence de la femme et sa sensibilité d'artiste comptent dans cette critique, ce qui explique sa place centrale dans Cinémonde, malgré une filmographie finalement moins riche que d'autres actrices de la même époque. Des carrières comme celle de Feuillère sont basées non pas sur les facilités que favorisent les modes du moment, mais sur le dur, l'incessant travail du perfectionnement, dans ce qu'il a de plus valable. Ce travail tendant en permanence vers la poursuite d'un idéal. Là encore, l'interview de tout à l'heure en est le témoin. En cela, la valorisation de Feuillère par Cinémonde me semble particulièrement intéressante pour révéler l'exigence dont peut témoigner le magazine. Aucune indiscrétion ne sera jamais publiée sur Feuillère dans les colonnes de Cinémonde. Tout au plus, pouvons-nous trouver un petit quiz sur les goûts personnels de Feuillère. Mais contrairement à ses camarades, même Darieux, pourtant discrète, Feuillère ne sera jamais présentée et donc définie au travers de ses relations amoureuses. Néanmoins, en filigrane du portrait d'artiste, Cinémonde semble aussi estimer le parcours d'une femme qui a su acquérir, par sa force de travail et sa grande discrétion, un pouvoir et une certaine liberté dans un monde d'hommes. À propos de Julie de Carnélan, pour vous montrer l'importance aussi de certaines critiques dédiées à ces films, Chazal écrit « J'ai vu Colette embrasser Julie de Carnélan. C'est en somme dans les limites où je puis me permettre cette comparaison, l'attitude de Colette et aussi de Feuillère devant la vie. On ne peut s'y tromper en voyant le film et en appréciant à chaque instant la qualité exceptionnelle de la création de Feuillère, en constatant l'identification totale de l'actrice et du personnage. Passons à la catégorie des portraits, qui en est une illustration, avec des titres comme « Madame Feuillère, mes hommages » ou encore « Edwige Feuillère sans retouche ». Le premier portrait creuse ce même sillon qui distingue les stars de l'ère du temps et celles uniques en termes de présence dans la presse, qui le survolent avec détachement, avec hauteur, tout en l'incarnant d'une certaine manière.
Je cite l'un de ses portraits. « Ceux qui iront acclamer Edwige Feuillère dans L'Aigle à deux têtes comprendront pourquoi j'ai cru devoir rectifier. Elle se nourrit de pommes à l'eau, parce que de ça, le public s'en fout. Par contre, ce même public est bouleversé par Edwige Feuillère. Admirable interprète. Elle campe son personnage royal avec une grâce, une autorité, une passion qui font de cette mangeuse de pommes à l'eau la très grande dame du théâtre français. » Michel Gérac résume « Elle a au cinéma français une place d'honneur, toute spéciale. C'est une artiste pour laquelle tout le monde a de la considération distinguée. Edwige Feuillère est le souci de la perfection incarnée, disait Cocteau. Et même si ce perfectionnisme privera le public français de Woman Hatter, film anglais dont Ciné-Monde se fera l'écho de son succès outre-Atlantique, Feuillère, bon oui, j'ai souligné la ressemblance du film par nombre de situations avec l'honorable Catherine, et de par le jeu aussi de Feuillère, très proche avec celui de l'honorable Catherine. Et ici, 2 exemples d'articles liés à son succès en Angleterre. Donc Feuillère a refusé de se doubler pour ce film. C'est pour cette raison que le film n'est jamais sorti sur les écrans français. Et Ciné-Monde ne va pas lui en tenir rigueur, va respecter ce choix en soulignant même son professionnalisme. Terence Young, qui réalisa le film, supplia Feuillère, qui ne parlait pas anglais et a pris donc son rôle phonétiquement, de tourner avec lui après avoir vu L'Aigle à deux têtes, grand succès en Angleterre. Feuillère a dans ce film pour partenaire Stewart Granger. Donc seul son professionnalisme ressort également d'un portrait, 24 heures de la vie d'Edwige Feuillère, dans lequel, donc présenté sous forme de roman photo, dans lequel donc on suit Feuillère d'un rendez-vous professionnel à un autre, aux 4 coins de Paris, entre cinéma et théâtre. Monstre sacré d'essence théâtrale, Feuillère l'est assurément pour Ciné-Monde, qui simule une recherche de filiation dans la jeune génération, comme le magazine en avait l'habitude avec toutes les stars de l'époque. Dans cet article, Ciné-Monde nous dit, à travers Robert Chazal, « Si je pense qu'Edwige Feuillère serait pour un nouveau La Bruyère un personnage passionnant à étudier, c'est que vraiment, nous nous trouvons avec elle en présence du seul caractère authentique du cinéma. Edwige Feuillère n'est pas elle-même. Elle s'est fabriquée la personnalité qu'elle estime la plus propre à lui permettre d'atteindre la plénitude de l'expression. Cette Edwige Feuillère, patiemment façonnée, corrigée par elle-même jusqu'à une rigide perfection qui en impose même aux plus blasés, est depuis une vingtaine d'années un phénomène majeur de théâtre et du cinéma français. Ces rôles, même les moins intéressants, on ne les imagine pas par d'autres que par elle. Une fois qu'un personnage a eu sa voix, son allure, son regard, il est marqué pour toujours. Il y a dans tout cela une telle habileté, un tel talent, une telle certitude calme d'être dans le vrai, que rien, semble-t-il, ne peut être ajouté. Et chercher dans les nouvelles générations les artistes qui peuvent marcher dans la ligne de Feuillère paraît travail aussi stérile que la recherche d'une erreur technique dans un film de Marcel Carné. Elle est donc une fierté nationale pour Ciné-Monde, qui la compare avec une autre éternelle grande dame du cinéma, Greer Garson, dans un article intitulé « Les stars d'Hollywood ont leur petite sœur à Paris ». Pourtant, Feuillère a droit de faire jeu égal avec la star hollywoodienne. Enfin, summum de considération, Ciné-Monde consacrera à Feuillère un grand entretien exclusif mené par Jean Vietti sur 7 numéros, avec en tout plus d'une vingtaine de pages, en 1956. Je vais vous le faire défiler. Vous voyez aussi l'organisation de ce type de dossier, les photos, surtout, très importantes. Donc ce dossier est intitulé « À travers la légende et les vérités d'une actrice ». Et c'est l'une des rares fois où Edwige Feuillère consentira à s'exprimer ainsi dans la presse sur sa carrière, son opinion, sur les conditions nécessaires pour aborder le métier de comédienne, sur les soutiens et les embûches qui jalonnent une carrière
y compris la rançon de l'Algora. Donc c'est un dossier qui, cette double page est importante, est un véritable piédestal offert à la gloire de Feuillère, hein, avec une importance donnée aux photos et aux robes qu'elle porte sur ces photos, hein, notamment donc, cette double page sur fond noir qui fait très sacre de reine. Hein. La pose même choisie renvoie à ce type de photo. Quant aux portraits nostalgiques, les portraits nostalgie regroupent notamment un article sur les étapes de la vie d'Edwige Feuillère. Voilà. Avec donc une série chronologique de photos de ces films, ainsi qu'un article où, vous en avez plusieurs de ce type, ils ont grandi en talent et en beauté, où vous avez des jeux de comparaison avant et après-guerre. Donc là encore, la dimension patrimoniale est de mise pour valoriser l'endurance de ces acteurs. Les notules d'actualité de Feuillère concernent aussi bien son actualité théâtrale que cinématographique. Il est question de tournage, de ses tournées théâtrales, des soirées premières, mais le théâtre prend le pas, surtout avec le temps, ce qui ne réduit nullement la fréquence de ces informations. Parfois, le but de la notule est de souligner la complémentarité de l'actrice, qui, notamment, avec Pierre Brasseur, se voit qualifié en 1951 de forçat de la gloire. Il travaille jour et nuit, entre les représentations du partage de midi et le tournage de Julie de Carnélon, où il se donne tour à tour la réplique sur les planches et au studio. Car c'est en alternant les deux disciplines qu'Edwige Feuillère atteint une célébrité enviée et appelle l'admiration de la presse et du public populaire. Dernière catégorie, l'élégance selon Feuillère. Les articles renvoient à une tradition typique des stars, dont l'image et le style est fortement associé au nom d'un grand couturier, en l'occurrence Pierre Balmain et Dior, pour Feuillère, Balmain surtout, qui présente régulièrement dans la revue ses robes confectionnées pour ses films, ses soirées de gala, et notamment le Festival de Cannes. Voire même, donc ici, un survol de ses carrières en 15 robes, paru dans un numéro spécial, Noël 1940. Ici, un échantillonnage de ce type d'article. Or, le costume est un élément central de l'image de Feuillère. Elle donna au costume de théâtre ses lettres de noblesse et n'hésita pas à demander la collaboration de grands couturiers à leur élaboration. Ce qui lui permet aussi de se faire habiller par eux pour ses séances photos. Ce qui fait que bientôt, pour le public, personne n'imagine Feuillère autrement habillée qu'en robe du soir, fourrure et diamants. Les années 40, occupation comprise, et 50 forment la meilleure époque de la carrière cinématographique d'Edwige Feuillère, car elle se fait une spécialité des films en costume où elle excelle dans les rôles de grande dame. Feuillère en haillons est inimaginable. Elle fait également l'objet d'un article mettant en avant l'art du photographe. Alors ça, c'était une notule, pardon, au niveau des actualités, mais vous voyez là encore la présence du costume, la pose. Ici, vous avez aussi, donc, dans l'élégance selon Feuillère, des articles consacrés à des portraits de grands photographes de l'époque, Raymond Voinquel, ici, qui loue dans l'article l'inspiration que lui apporte son sujet. Donc c'est une haute idée de la culture française qu'elle porte et qu'elle exporte, qui est défendue à travers elle dans les colonnes de Ciné-Monde, ouvert à la modernité des acteurs hollywoodiens notamment, mais tout en restant attachée à son patrimoine culturel. Celle qui fut une interprète de choix pour Giraudoux, Cocteau et Claudel, sans oublier la Dame aux camélias, bénéficia au cinéma d'un climat favorable qu'elle incarna, celui d'une forme de classicisme qui privilégia, entre 1945 et 1960, un régime de bon goût qui prit sa source pendant l'occupation.
Cette période de contrainte absolue et de restriction de matériel de tournage, ne donnant pas droit à l'erreur, favorisa un retour au classicisme, aux images parfaites, à la maîtrise, comme métaphore d'une France close et tournée sur elle-même, tout autant qu'une réponse du cinéma à la destruction de l'esprit français. Dès la duchesse de Langeais, Feuillère fut un vecteur de cette perfection du style académique, mêlant langage littéraire et composition travaillée. Tendance qui s'empara du cinéma français, notamment avec des gens comme Janson, Cocteau ou Prévert, pour qui la culture française pouvait sauver politiquement la France à travers ses classiques, ses mythes, ses légendes. Même après l'occupation, Feuillère est resté un véhicule privilégié du sentiment d'identité nationale, peut-être inconsciemment. Mais l'immense succès à Paris et à l'étranger, qu'elle rencontra avec le partage de midi, recevant notamment un extraordinaire hommage de la presse anglaise, également pour l'Aigle à deux têtes, qui fut même présenté en avant-première à Londres, valut à Feuillère tous les honneurs de Ciné-Monde, qui consacra plusieurs articles à l'exportation de son talent. Elle fut d'ailleurs nominée au BAFTA en 1953 pour son interprétation dans Olivia. Et Le Blé en herbe, d'Othon Lara, obtint le Grand Prix du cinéma français l'année suivante. Le succès de Feuillère, en France, est à relier à la domination des adaptations littéraires aussi, des films en costume dans lesquels elle excella, et put mettre à profit son jeu, tout en servant d'alter ego à Colette, dans Julie de Carnélan et Le Blé en herbe, ce que ne manqua pas de souligner Robert Chazal. Or, Colette, c'est une femme affranchie, la femme affranchie par excellence. Toutes deux se sont émancipées du mariage, en rejetant les conventions sociales, par le biais de leur profession. Elles étaient très proches. Ciné-Monde couvrit très largement la préparation et la sortie de ces deux films, ainsi qu'Olivia. Nul besoin de connaître la vie privée de Feuillère pour le public, ou Ciné-Monde, ces rôles suffisent à dessiner le portrait d'une insoumise qui fascine implicitement, aussi pour ces raisons. Feuillère fut l'une des premières stars françaises à cumuler le nombre de films où, incarnant des héroïnes ayant plus de 40 ans, elle séduit de jeunes, voire de très jeunes hommes et femmes. Certains de ces films déclenchèrent des scandales. Olivia et Le Blé en herbe, sont ardemment défendus par Ciné-Monde, alors que les associations vertueuses et familiales avaient tenté d'empêcher notamment la réalisation du Blé en herbe. Puis, à sa sortie, on mobilisait des députés de droite pour faire pression sur le CNC. Vous avez eu des manifestations nécessitant l'intervention des CRS. Pour toutes ces raisons, Feuillère se transforma en cible de choix pour François Truffaut. Dans son article, vous êtes tous témoins de ce procès, le cinéma français crève sous les fausses légendes, paru en mai 1957. Visant essentiellement le cinéma littéraire, mais brocardant également l'académisme du cinéma français, au profit du cinéma d'auteur, dès janvier 1954, Truffaut s'en prit fatalement à Edwige Feuillère, figure de proue de ce qu'il appela la tradition de la qualité. Je cite son article. « Comme Renoir, je préfère entendre dire faux un dialogue juste, et je crois fermement qu'avec Françoise Roset et Edwige Feuillère disparaîtra un style de jeu qui a été celui de tout le cinéma français depuis le parlant. Battements de paupières, regards qui en disent long, diction nuancée et onctueuse, l'expression roublarde et le visage plein de l'intelligente compréhension, et je souligne, d'un texte riche en sous-entendu. Maintenant, on peut rêver d'un cinéma sans Françoise Roset, sans Edwige Feuillère et aussi sans Brigitte Bardot. Mais comme ce n'est pas Henri Vidal qui déplacera les foules, un bon sujet bien mis en scène ne suffira plus, le talent non plus. Il faudra du génie. À partir du moment où il est reconnu que c'est pour Brigitte Bardot que le public se dérange, et pour elle seulement, on n'a pas le droit de dire qu'elle est trop payée, puisqu'elle est le film à elle seule. Et il me semble que c'est la moindre des choses que d'adapter le film à son personnage plutôt que le contraire.
Je trouve très bien que Brigitte Bardot ne soit pas une actrice de théâtre capable de tout faire, de même que je préfère Magali Noël qui chante faux en soufflant, que cela en devient pathétique, des chansons de Boris Vian, à 12 chanteuses capables de vocalises extraordinaires. Le style, c'est la femme. Outre la question du naturel, il est bien évident que l'intelligence, la technique, la maîtrise perfectionniste de Feuillère, qui déclame avec une telle assurance dans l'Aigle à deux têtes, j'exige et je décide, possède le don de vulgariser le répertoire classique également et de le faire découvrir et apprécier au grand public. En plus d'être une forte femme émancipée, tous ces éléments constituent un contre-pouvoir à bannir pour l'auteur, qui préfère la malléabilité d'une Bardot ou d'une Magali Noël. La posture de Cinémonde, en général, et en particulier au sujet des stars, à travers l'exemplarité de la place accordée à Edwige Feuillère, est donc beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Sous des dehors de traditionnalisme, la déférence de Cinémonde à l'égard de Feuillère peut en effet apparaître plus progressiste que la modernité revendiquée à la même époque par la future nouvelle vague. Et la poursuite de cette étude, qui n'en est qu'à son commencement, par l'analyse du courrier des lecteurs consacré à Feuillère et la prise en compte de la réception dans l'ensemble de la presse de l'époque, puisque Feuillère est très présente également dans l'écran français, Votre Cinéma, Ciné-Revue ou encore Ciné-Miroir, ces éléments permettront sans aucun doute d'affiner cette dialectique entre un jeu classique et certains aspects de modernité, relative, certes, mais que véhicule Edwige Feuillère sur les écrans et par son statut social dans le contexte de ce cinéma français d'après-guerre. Je finirai sur ce point.